Bonjour, Dr. Karl Kalman. Bonjour Lilou. Merci de faire cette interview en français, enfin du moins nous communiquer en français un message qui est assez important parce qu'on arrive vers la fin du calendrier Maya et on en avait parlé d'ailleurs lors de mon séjour à Seattle pendant le Juicy Living Tour. Et maintenant vous nous dites qu'il y a une date très importante qui arrive fin septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le 23 jusqu'au 26 de septembre de cette année. Et c'est ça que nous avons appelé le convergence cosmique. Et c'est une date très importante, je pense, comme une vraie préparation pour chacun qui veut être part de cette transformation du monde, en commençant avec soi-même. Et je pense que ça, c'est une chose qui vraiment nous doit euh, emphase, faire en face en ce temps-là. Parce que nous avons, pour beaucoup de temps, il y a existé des festivals, des choses comme ça, mais souvent, quand on est dans un festival, on ne fait pas l'attention à soi-même et à faire les engagements qui, je pense que notre temps vraiment demande de nous. Donc c'est vraiment un chemin vers l'unité, donc il y a un choix. Pourquoi il y a un choix à faire particulièrement pendant ces dates-là du 23 au 26 septembre? Oui, en fait, il faut, je, je pense peut-être que on a pu le faire aussi plus tôt ou avant, Oui. peut-être. Mais euh, c'est une, en fait, c'est une type de convergence cosmique qui se passe à ce temps-là. C'est parce que à une côté, c'est cette comète Yelenin euh, qui beaucoup de gens parlent sur l'internet dans les discussions en général. Et maintenant, nous savons en fait que cette comète, il est bleu. Il a la couleur bleue. Parce que l'agence de l'espace des États-Unis ont démontré que des images qu'on a prises de cette comète et il est en fait bleu. Pourquoi ça c'est important? C'est pour la raison qu'il y a le vieux prophétie des Hopis, des Indiennes Hopis, qui parle euh, d'une étoile bleue qui arrivera quand la grande transformation de la Terre se passera. Et donc, il est très possible que en fait cette Hélénine comète, c'est le même étoile dont les Hopis avaient parlé. En même temps, on pourrait dire que dans le calendrier Maya, c'est un temps, et c'est le commencement du sixième nuit dans l'onde 9. Mhm. Et ça, en fait, c'est le euh, dernière fois, je pense, que nous pouvons rentrer en intérieur de nous-mêmes pour faire ce type de processus internal de faire des types d'engagements que je pense que sera qui seront nécessaires pour le nouveau monde qu'on peut, qu'on peut à ce moment on peut le voir
dans un horizon. Un horizon. Vous parlez particulièrement, enfin, vous utilisez un mot bien précis, l'engagement, et il y a une raison pour ça. Comment vous définissez cet engagement? Quelle est la nature de Donc, cet engagement? euh, en réalité, c'est plutôt que je voudrais utiliser le mot anglais qui est commitment. Mhm. Et je ne sais pas s'il traduit très bien en français. Si, si. Je sais qu'il est très difficile à traduire à des autres langues, parce que c'est une chose plus forte qu'un engagement, je pense. Ça veut dire que c'est une chose qui ne changera pas. Au moins, il ne changera pas sans beaucoup de difficultés, on pourrait dire. C'est une, ça veut dire, c'est le temps de définir pour nous tous quels sont nous, quels sont nous. Et pour le faire, il faut faire un commitment à un engagement à une nouvelle définition. Ça veut dire une définition pour nous de faire cette sorte, cette polarity shift ou une conscience de unité. Mhm. Donc c'est vraiment à nous. Est-ce que ça serait selon vous un moment particulièrement où il pourrait y avoir des peurs qui émergent? Est-ce que par rapport au calendrier Maya, c'est un moment qui fait ressurgir des côtés un peu plus noirs de notre personnalité? Ou là, justement, à ce moment-là, il faudrait encore plus choisir quelque part la lumière ou l'unité, cet engagement dans ce tout, tous ensemble, plutôt que il faut que je me sauve par rapport aux autres, ou il faut que je me sépare des autres, il faut que je me, et comment vous, quel est, Non, je ne pas je ne pense pas que ça c'est l'idée de se séparer des autres. Mais c'est un temps de vraiment euh, euh, faire une introspection de nous-mêmes. Et si moi je vois moi-même, je peux voir que je ne fais encore pas totalement ce type d'engagement de faire la transition d'une conscience de l'unité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont fait la même chose aussi. Mhm. Mais Euh, merci d'essayer de le communiquer en français. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est il y a quand même des- un moment, d'après ce que j'ai compris, cela dit, c'est quand même un moment dans le calendrier Maya qui est noir. C'est une période noire, non? C'est une période de bas. C'est le creux de la vague, non? Non? oui, noir, je ne pense pas, c'est une période d'absence de lumière. C'est vraiment comme ça. C'est exactement aussi, oui, nous parlons de cette onde de 7 jours et 6 nuits. Et c'est la même chose qu'on on parle dans la Bible. Et là, on définit même les nuits, il n'est pas obscur, c'est une absence de lumière. C'est tout ça qu'il s'agit là. Et ce temps d'absence de lumière, ça c'est le temps pour nous de réfléchir, d'intégrer tout ce qui a se passé et nous préparer pour le dernière fois le complètement du vague, c'est-à-dire le 7e jour de 9e vague. Le but final de toute la création qu'on peut comprendre de la calendrier Maya,
c'est que tous ces niveaux, toutes ces ondes sont dans la lumière. Mais on a une vague avec des énergies alternantes parce que on ne peut pas le faire toute la sorte dans une pas. Il faut le faire pas par pas, peu en peu, on pourrait le dire. Mais en finale, ils sont toutes lumière, tous les niveaux sont en lumière. C'est très important de le souligner, ouais. Parce qu'on Oui. a tendance, quand on regarde, à croire qu'il y a des périodes d'ombre et de lumière, mais en fait, ouais, c'est juste une absence de lumière et plus une période de repos, non? Ou de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On pourrait repos, oui, mais c'est plus qu'un rêve. Ça veut dire, c'est une temps aussi d'intégrer et se préparer pour de recevoir des informations cosmiques pour intégrer, mais aussi pour se préparer pour le jour prochain. C'est pas seulement, quand on rêve, c'est pas seulement un repos, c'est un type de transition, I would say, je voudrais dire. Et qu'est-ce qui favorise, est-ce que justement cet engagement favorise le fait qu'on reçoit de l'information, justement, de l'énergie qui serait très importante à ce moment-là? C'est ça qui déclenche, c'est cette intention-là et cet engagement qui déclenche cette transmission quelque part? Je pense que ce qui se passera quand le comète fait le passage entre le Soleil et la Terre, et que les gens vont avoir une expérience du être des serres cosmiques plus que avant. Ça veut dire il nous donnera une réalisation que nous sommes des êtres cosmiques. Et ça, c'est une chose assez importante, parce que si nous sommes capables de faire la tradition de transition aux êtres cosmiques, ça veut dire aussi en même temps que nous pourrions transcender toutes les divisions, toutes les séparations avec lesquelles nous avons vécu sur la Terre, les séparations entre les nations, entre les religions, entre les sexes, entre les races et toutes ces choses. C'est par la réalisation que nous sommes vraiment des êtres cosmiques que nous pouvons faire cette transition. Pourquoi vous avez choisi le terme cosmique plutôt que universel ou galactique? Parce qu'est-ce qu'on dit? It rhymes. Mais pour vous, c'est la même chose. C'est la même chose. Au-delà de la rime, c'est la même chose pour vous, un être galactique, universel et cosmique? Non, il y a des petites différences, je pense. Ça veut dire, quand on parle du cosmos, au moins pour moi, ça veut dire qu'on parle d'une intelligence universelle. Quand on parle d'un univers, ça c'est plus un mot scientifique et moins une mot pour une univers intelligent. Et galactique, ça c'est une chose plus limitée, parce qu'il y a dans notre cosmos, il y a 100 milliards de galaxies, et le galaxie ici, elle est une très petite part de la cosmos.
So, cosmos, oui, cosmos, c'est l'univers, c'est le même, mais c'est plus un mot que les Mayas voudraient utiliser, et c'est parce qu'il y a c'est une système vivant et intelligent. Intelligent. Parce qu'il parle bien. Quel est le rapport entre les Hopis et les Mayas? Ils sont assez différents. Et les Mayas, c'est un peuple qui habite dans le sud du Mexique et au Guatemala. Et c'est un peuple qui, dans les temps anciens, ont développé ce système calendrier très, très sophistiqué, très, très avancé. Les Hopis, c'est un tout petit peuple, seulement 15 000 de gens qui vivent en Arizona, aux États-Unis, et il n'a pas développé un système calendrier. Au lieu de ça, on a une prophétie qui est très très bien connue, et là il s'agit, on parle de 9 différents signes qui va se produire quand nous approchons ce temps de la transformation du monde. Et donc, il n'y a pas dans les traditions Hopi on ne parle pas de certaines dates, mais on parle de signes. Et par exemple, on parle de le neuvième et le signe final, c'est l'apparition dans le ciel d'une étoile bleue. D'une kachina. Une kachina, c'est ça. C'est ça dont on parle. Parce que ce qui était intéressant, c'est que j'ai interviewé en Arizona un Hopi, et il m'a dit qu'il était dans une vie passée, certainement un Maya, et qu'il s'était réincarné en Hopi cette fois-ci. Oui. Et qu'il y a plein de liens en fait dans ces deux cultures, et ils ont beaucoup de vie en commun apparemment, je sais pas. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de ressemblances parmi toutes les traditions indiennes, américaines. Ce sont les deux là qui peut-être on a donné le plus d'attention parce qu'on considère les Mayas et le Hopi comme des traditions prophétiques, peut-être un peu plus que les autres. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qui est important à savoir pour ces dates-là en particulier, et en préparation de la fin du calendrier Maya qui arrive tout de suite après, le 28 octobre 2011? Donc, oui, je voudrais dire, moi, dans ce temps-là, je vais être dans ce festival en France, un festival du paix avec Dr. Emoto, mais aussi 3 anciennes Hopi et 3 anciennes Maya. Et ça aura lieu en France, près de Troyes, la cité de Troyes. Mm-hmm. Mais je pense que c'est et aussi pour les gens qui veulent avoir plus d'informations sur cette déclaration des commitments, engagements dont nous parlons ici avec le convergence cosmique, on doit visiter le website, le site web qui s'appelle 4ahau. C'est 4-ahau.com. I don't know how you say dash in French. Tiret. OK. 4-A
.com. Et ça, c'est un très bien site de web en français sur le calendrier Maya. Et là, il y a des informations, plus d'informations sur cet événement qui se passera dans un mois d'ici. Et après ça, je pense vraiment que ça, c'est le dernier temps pour les gens de se préparer vraiment spirituellement pour la transformation et de faire l'engagement d'être part de la transformation. Et je pense aussi que ça, c'est très important pour vraiment être ouvert pour tous les types de guidance que le cosmos nous pourrons donner à ce temps. Il me semble important de mentionner que, et ça paraît certainement très normal pour beaucoup de personnes qui écoutent, mais quand même que c'est un moment historique au niveau de l'univers, du cosmos, et que notre engagement est véritablement à ce niveau-là et non pas à un niveau personnel. Ça implique de notre personne, mais il semblerait que plus notre engagement soit pour la Terre, pour le cosmos, et plus quelque part notre personnalité, notre ego, nos côtés un peu plus sombres terriens peuvent pas disparaître, mais soient tellement petits par rapport à la grandeur du phénomène que là, ça nous aide quand même à traverser ce portail quelque part, non? Oui, oui. Et je pense que dans ce dernier temps du calendrier Maya, nous voyons ce qu'on pourrait appeler des spectacles cosmiques que nous n'avons pas vus avant. Et ça changera notre relation à la Terre, mais aussi au cosmique dans une grande échelle de choses. Super. Ben, merci, Dr. Karl Kallmann. Merci. Merci, Lilou. Merci très beaucoup. Merci pour que tu fasses cette interview aussi en français, ou ce que j'essaie de parler. On comprend bien. On s'accroche et on comprend bien. Non, c'était très très bien et c'est important de transmettre ces informations-là. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vous suivent. L'autre vidéo en anglais qu'on a fait il y a un mois, quand moi j'étais à Boston ou à Paris. Là, on est tous les deux en France, mais cette vidéo-là a été vue par 15 000 personnes et plus, ça continue à augmenter. Donc, c'est des informations qui passent régulièrement et qu'on fait régulièrement. Et donc, c'est mon plaisir de partager ça avec les francophones du Québec, de France et du monde entier. Merci. Merci, Karl. Merci.